dans mes échappées belles lorsque je pars en week-end dans une ville vivante et attachante comme Lisbonne et que je peux en plus vous emmener avec moi. Ville côtière située sur l'estuaire du Tage, Lisbonne est vraiment une petite perle de l'Atlantique. Alors vous connaissez mon esprit vagabond, nous franchirons de temps en temps les frontières de cette capitale. Mais pour l'heure, bem-vindos à Lisboa. Le temps d'un week-end à Lisbonne. C'est une vie à la taille humaine. Dans certains quartiers encore, on se sent un peu dans des petits villages. Sophie fait le plein de découvertes. Bienvenue en haut de Santa Justa. C'est l'une des plus belles vues de Lisbonne. On peut voir le Tage. Et de saveurs. C'est pour ça qu'il est sympa ce marché des Ribeiras, parce qu'il y a une très bonne ambiance et qu'on peut y manger. Attention chef, le verdict va tomber. Mais bon, il est frais mon poisson, il vient de la côte. Une ville où il fait bon se balader. Il existe plusieurs endroits où il y a cette chaussée avec des motifs différents. Je vais te les montrer. On ne sait pas où donner de la tête, hein, avec ses frises, ses colonnades. Ici au Portugal, on a été les premiers à relancer les échoppes de barbier. Où le temps semble ralentir. Nous sommes en quelque sorte des chirurgiens pour poupées. On réalise le rêve des gens qui est de retrouver une part de leur enfance. Un week-end pour s'évader. On voyage beaucoup en suivant les oiseaux, sur une grande partie du globe. Cette passion est vraiment en nous. On aime vraiment les oiseaux. Pendant la période romantique, l'objectif était de recréer des paysages lointains, et la vallée des Fougères, c'est exactement ça. Et pour laisser son âme vagabonder. À Lisbonne, le tramway numéro 28 fait figure de monument national. C'est le moyen de transport idéal pour capter l'atmosphère lisboète. Voilà, bon dia. Bonjour. Oui, bonjour. Vous parlez un peu français? Oui, madame. Oui, je vais vous prendre un ticket. De 90, s'il vous plaît. Moi, je suis très heureuse d'emprunter la ligne 28 parce que ce tram 28, il est mythique ici à Lisbonne. Hein. C'est le plus populaire. Vous êtes en vacances ici? Oui. Ouais. J'ai l'habitude de venir très souvent. J'aime beaucoup le Portugal. Ah. Pour visiter, le bus et le tramway, c'est l'idéal. La ligne 28. Bon dia, Béatrice. Hola. Ça va? Ça va très bien. Écoute, un petit week-end à Lisbonne, c'est toujours un plaisir et je suis très heureuse de commencer avec toi cette balade. On admire la vue sur Lisbonne qui est caressée par le soleil au sommet d'une des collines parce qu'on dit que c'est la ville des 7 collines ici. En fait, ça s'était dit par Anderwa qu'on a eu ici. Il voulait faire Lisbonne comme une ville sainte, donc il voulait bien la rapprocher de Rome, qui était connue par la ville des 7 collines. D'accord. Mais nous, ici, on est vraiment sur la 8e colline. Ici? D'accord. Si on regarde, on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus que 7. Parce qu'on a un peu l'impression d'être à Rio avec le Corcovado qui est juste en face de nous. Un peu à San Francisco avec le pont du 25 avril qui se donne des petits airs du pont de San Francisco. Et ça, c'est vraiment mon point de vue préféré de toute la ville. Ouais. On est au Mirador da Senhora do Monte. Oui. J'ai fait ta connaissance sur un site qui propose des visites francophones. Oui, tout à fait. En fait, je suis étudiante ici et je suis aussi guide de la ville à partir de mon Lisbonne, c'est un site qui essaye de faire découvrir les gens la ville d'une façon un peu différente. Moi, je suis ravie d'être là parce que j'adore Lisbonne. Je trouve que c'est la destination idéale pour passer un week-end. On y va? Voilà une charmante petite rue qui sent bon le jasmin. Hein. Oui, tout à fait. On est dans mon quartier, des Graças. Ouais. Et ça, c'est ma rue préférée, c'est Vila Berta. Vila Berta. C'est une rue qui a été construite par une famille d'industriels, parce qu'on est vraiment dans un quartier qui était assez ouvrier. Ouais. On avait beaucoup de fabriques ici.
Et pendant une période, les patrons ont décidé de construire des maisons pour que leurs employés puissent habiter proche de leur travail. Avec des petits jardins pour certains, des petits balcons pour d'autres. Ouais. Exactement, mais vraiment dans la même architecture, dans une harmonie que ça fait très beau pour moi. Et maintenant, les habitants, ils continuent à prendre soin de leurs propres rues et essayer de faire des nettoyages et des petits repas pour qu'elles soient toujours si belles. Ouais, en tout cas, elle est très belle, ça doit être très agréable de vivre ici. Regarde, Sophie, comme c'est beau. Ah bah oui, c'est les fameuses azulejos. Azulejos. Je le prononce toujours très très mal. En tout cas, j'adore. Je trouve ça vraiment très beau. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment typique du patrimoine lisboète. Oui, tout à fait. Les azulejos, ils sont dans l'histoire du Portugal depuis très longtemps. Ils ont plusieurs fonctions, en fait. Ils sont aussi très bons pour isoler la maison et aussi pour protéger du feu. Sophie, cette place ici, c'est une place super importante pour l'histoire du Portugal. Nous ici, on parle de l'histoire récente et de l'histoire lointaine du pays. Jusqu'ici, c'était fait la révolution des œillets. Le point de départ de la révolution des œillets. Ouais. Exactement. Ouais, c'était en 74, c'était pour lutter contre la dictature de Salazar. Hein, exactement, c'est à partir d'ici que l'armée a pu prendre le pouvoir et reprendre la démocratie au Portugal. C'est donc un lieu vraiment important. Et là, Sophie, c'est les couvents des Carmes. Il était fort touché par le séisme. C'est ça qui avait détruit une partie de Lisbonne. On était en quoi, en 1755 Oui, c'est ça. Exactement. Voilà un endroit qu'il faut visiter par jour de beau temps. Hein. Il date de quand exactement à l'origine? Les couvents, ils datent du XIVe siècle. Ouais. Il est très important pour marquer l'indépendance du Portugal. Les couvents étaient faits pour fêter la victoire du Portugal contre les royaumes de Castille pour l'indépendance du Portugal. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, après le séisme, on n'a pas essayé de le reconstruire, ce couvent. Ce qui s'est passé, c'est que les moines qui étaient là, ils ont quand même essayé de le reconstruire, mais la ville était complètement détruite. Ils n'avaient pas assez d'argent, j'imagine. Pour reconstruire cette couvent spécifiquement. Sophie, il faut que je te présente les gardiens du couvent. Très bien. Ça, c'est Nuno. Bonjour. Comment ça, c'est le gardien du couvent? Il reste là, il est toujours là, c'est ça? Oui, il surveille les lieux. Oui, et il aide beaucoup pour conserver ici les murs et l'espace. C'est surtout qu'il fait peur aux oiseaux, à mon avis, c'est ça? Les oiseaux et les rats. D'accord, donc les pigeons ne viennent pas détériorer le couvent grâce à Monsieur Nuno. Oi, 2 limonadas, por favor. Allez, Saoudi, santé. À ta santé, ma belle. On trinque à ce beau week-end à Lisbonne. C'est une ville où n'importe où on peut se poser et bien regarder les paysages, que c'est toujours si belle que ça. Prendre le temps de contempler des paysages comme celui-là, c'est absolument magnifique. Construite sur l'estuaire du Tage, là où le fleuve se jette dans l'Atlantique, Lisbonne regarde vers l'océan. Tour à tour port d'escale pour les navigateurs ou comptoir maritime entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, l'activité de la capitale est tournée vers la mer. Aujourd'hui encore, de nombreux porte-conteneurs y croisent des bateaux de plaisance. Et sur les quais de la ville, on peut voir des véhicules un peu étranges. En route pour 90 minutes d'un tour guidé inattendu, version James Bond. Des bus jaunes et bleus naviguent maintenant régulièrement sur les eaux du Tage. Une visite tout en sensation qui permet de découvrir Lisbonne vue du fleuve. Et de l'autre côté, on peut voir Vasco de Gama.
Qui a découvert quoi? Les Indes, exactement. Il y a 5 ans, Franck Alvarez a eu l'idée de faire découvrir sa ville en bus amphibie. L'année dernière, ce sont 85 000 touristes qui ont tenté l'aventure. Une réussite pour Franck qui s'est inspiré de ce qui se faisait déjà aux États-Unis. L'histoire de Lisbonne et du Portugal est liée à la mer. Nous sommes le pays qui a fait les plus grandes découvertes maritimes dans le monde. Quand on a commencé à penser à ce projet l'Hypotrip en 2005, il y avait très peu d'options pour découvrir Lisbonne vue du fleuve. Aujourd'hui, il y en a plus, mais c'était il y a 15 ans. Ça a changé. Aujourd'hui, nous redécouvrons le Tage et l'océan. Ce qui est ironique, puisqu'il y a 500 ans, c'était l'artère vitale, le centre de toutes les activités économiques du pays. Les Lisboètes sont des marins dans l'âme. Au XVe siècle, leurs caravelles partaient depuis le Tage explorer le continent africain, puis plus tard les Indes. Dans le sillage de ces grandes découvertes maritimes, Lisbonne devient la ville la plus riche d'Europe. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Tour de Belém est un des monuments les plus marquants de cette période. Elle fait désormais partie de l'incontournable carte postale des circuits touristiques. Isabelle Almeida en est la conservatrice. La mer était liée au destin de Lisbonne. D'ailleurs, tous les palais de Lisbonne, dont le palais royal, qui sont situés sur les collines, ont été construits face au Tage. C'était ici, à partir de la tour de Belém, que les voiles commençaient à se gonfler grâce au vent pour ensuite partir à l'assaut de l'océan. Située à l'entrée de Lisbonne, entre architecture médiévale et bastion défensif, la tour est destinée à protéger la ville d'éventuelles invasions venues de l'Atlantique. Je pense que la tour de Belém est une construction vraiment symbolique. D'ailleurs, si on regarde, on peut voir que la forme de l'avancée sur laquelle nous nous situons est exactement celle d'un galion. Mais dès la seconde moitié du XVIe siècle, Lisbonne entame un long déclin. Et ses habitants tournent le dos à l'océan. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que les Lisboètes aient à nouveau le grand large pour horizon. Les quais sont transformés en zones piétonnes et les anciens entrepôts portuaires en restaurants branchés. Mais surtout, depuis 10 ans à Lisbonne, tout le monde pratique le surf. Jed est entrepreneur. Et comme tous les jours entre midi et 2, il fonce à la plage. Du centre de Lisbonne, à 15 minutes, si on va au nord ou au sud, on a des très très belles plages. On a le temps de se faire une pause surf déjeuner. C'est assez rare. En à peine une vingtaine de kilomètres, en longeant le Tage, Jed arrive à l'océan. Pour ce Suisse d'origine portugaise, c'est une chance. La côte autour de la ville compte certains des meilleurs spots au monde, accessibles à tous et toute l'année. Le Lisboète, qui était plutôt citadin, il profite plus de la mer que les autres générations en fait, où en fait ils avaient peur de la mer et maintenant on voit de plus en plus de monde à la plage. Comme ils disent ici, c'est un peu la Californie de l'Europe. Quand il y a des bonnes vagues, on oublie tout, on a plus froid. La capitale portugaise mérite bien sa réputation de ville où il fait bon vivre. Une qualité de vie unique dans une capitale qui a plus que jamais les pieds dans l'eau. Contente qu'on se promène ici parce que je crois qu'on ne pouvait pas venir à Lisbonne sans visiter le monastère des Hiéronymites, qui est un lieu vraiment qui a une histoire là aussi passionnante, et dans son histoire, dans ses origines, mais aussi dans son architecture. Oui, tout à fait. On est en train de regarder une architecture très spécifique du Portugal. Qui s'appelle comment? C'est l'architecture manuela. Oui, c'est ça, c'est un style très particulier. Oui, exactement. Elle était faite par les rois Dom Manuel Ier et qui ont pu rencontrer un peu partout le Portugal.
La beauté du lieu se cache vraiment dans les détails. Ici, on ne sait pas où donner de la tête, avec ses frises, ses colonnades. Ça fait aussi écho à la richesse de l'époque des grands navigateurs portugais qui étaient partis conquérir le Nouveau Monde. Ils étaient partis d'ici. Le Tage est vraiment à quelques mètres. Tout à fait, ils partaient juste à côté d'ici pour découvrir tout le monde. Bon, Béa, viens. On fait un petit selfie devant l'un des monuments, à mon avis, les plus photographiés de Lisbonne, la Tour de Belém. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment notre carte postale ici. Bon, merci en tout cas, Béa, de m'avoir accompagnée. Grâce à toi, j'ai vu vraiment les monuments classiques qu'il faut visiter quand on vient à Lisbonne. De rien, Sophie, c'était un plaisir de t'accompagner ici. Comment on dit à bientôt en portugais? Até breve. Até breve. Merci, ma belle. Merci pour tout. Non, de rien. Bye. Vous êtes comme moi, vous n'aviez pas envie de prendre les escaliers? Mais non, on n'en peut plus. Absolument pas. Quand on vient un week-end à Lisbonne, il faut avoir envie de marcher. Tout à fait. Ouais, ça, on sûr. fait 15 km par jour environ. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux que la salle de sport. Exactement. Et c'est plus joli. Exactement. Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est super. Ouais. Voilà. Bienvenue en haut de Santa Justa. Merci. C'est l'une des plus belles vues de Lisbonne. On peut voir le Tage. Alors je vois que je suis pas la seule à avoir envie d'emprunter cet ascenseur. Combien de personnes passent ici par jour? Des centaines, beaucoup de personnes. Ouais, de toutes les nationalités. Oui, de tous les coins du monde. Et qui l'a construit cet ascenseur? C'est un élève de Gustave Eiffel. D'accord, donc il y a un petit peu de France ici. C'est ça. Bon dia. Sophie. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau ce que vous faites. C'est la calçada, la chaussée portugaise. Les fameuses. C'est comme l'histoire de Lisbonne. Cette chaussée portugaise, elle était d'abord implantée dans le centre historique. Elle a été développée à travers le pays, puis dans les colonies. On en trouve pratiquement dans le monde entier maintenant de ces chaussées portugaises. On utilise des pierres, ça c'est une pierre de calcaire noir, et on utilise le calcaire blanc, semblable à du verre. C'est une pierre qui, une fois déposée au sol, devient brillante et naturelle, et donne cette jolie couleur caractéristique de Lisbonne. Ah oui, déjà c'est précis. Pardon. Moi, ça fait que quelques minutes que je fais ça. Vous, ça fait combien d'années? 32 ans. Ah bah oui, je comprends pourquoi vous avez le savoir-faire. C'est devenu un métier rare? Pour te donner une idée, dans la ville de Lisbonne, nous ne sommes plus que 9 cacelteiros. Nous essayons de promouvoir la chaussée du Portugal. C'est un patrimoine mondial de la culture. C'est un cadeau? Oh, mais regardez, un pavé en forme de cœur. Don't break my heart. Je vais essayer. En tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. Obrigada. Il existe plusieurs endroits où il y a cette chaussée avec des motifs différents. Je vais te les montrer. Sophie, tu es déjà allée à Rio de Janeiro? Oui, je suis déjà allée à Rio. Oui. Celle-ci est une copie de celle réalisée par les colons lisboètes à Copacabana. C'est la mer. Ça symbolise les découvertes portugaises et son histoire. Et c'est réellement à cet endroit qu'a commencé la calçada que nous connaissons aujourd'hui. La place où on se trouve, là, ici, c'est vraiment une place emblématique pour toi? Ce motif de cette chaussée géométrique et répétitif
est l'un des plus beaux et symbolise bien la ville de Lisbonne. Ah, je reconnais Amalia Rodriguez, la reine du fado. Attends, on va prendre un petit selfie avec Amalia. Ça peut paraître bizarre, mais moi, cette chaussée, c'est ma préférée. Une anecdote amusante. Dans les années 60, un Américain qui est passé sur cette chaussée l'a tellement aimée qu'il a voulu l'acheter et l'emmener en Amérique. Vous ne vendrez pas votre calçada aux Américains. C'est impossible. Sophie, je vais t'emmener dans un endroit que peu de gens connaissent. Je vois qu'il est écrit « interdit d'entrée ». C'est notre chapelle Sixtine. Il y a beaucoup de mystères autour de ce lieu. Ah, mais c'est magnifique cet atelier. Ici se trouve le trésor des Lisboètes et de la chaussée portugaise. Ici sont gardés tous les moules des chaussées exécutés dans la ville de Lisbonne. Tu reconnais celui-là? Oui, c'est le motif qu'il y avait sur l'avenue de la Liberté, c'est ça? Si. Bon, cela dit, j'ai triché, regarde, c'est marqué là. Bah écoute, mille merci de m'avoir amené ici parce qu'en effet, c'est un lieu absolument magique, un peu secret hein, à Lisbonne. Et puis, grâce à toi, j'en sais un petit peu plus sur cette fameuse calçada portugaise. Merci à toi, merci de faire connaître notre art dans le monde entier. Ouais. Merci à toi. Depuis quelques années, Lisbonne est devenue une des villes les plus prisées des touristes européens. La capitale accueille chaque année 1,5 million de visiteurs attirés par le charme de ses petites ruelles et de ses tramways colorés. D'accord, alors moi j'ai parlé alors par exemple... Voilà. Anna est lisboète. Comédienne, elle a su profiter du boom touristique. Ici, par exemple, vous êtes déjà venu ici? Ouais, moi aussi. C'est Baixa, en fait, ça veut dire bas, la partie basse, un peu downtown, comme le centre. Un centre historique et aussi commercial. C'est encore aujourd'hui plein de commerces, plein de restaurants, aussi touristiques. C'est une ville à la taille humaine. Dans certains quartiers encore, on se sent un peu dans des petits villages. On a beaucoup d'églises, on entend souvent les cloches. Et du coup, ça garde toujours une âme. Je pense que Lisbonne a une âme très forte et une vraie mélange moderne, ancien, typique, toujours. Boosté par le tourisme, le centre historique se rénove à vitesse grand V. Anna s'en inquiète. Elle espère que la ville conservera ce qui fait partie de son identité, ses petits métiers. On dit, on s'assoit là et on met les pieds, et c'est très joli. Anna connaît tous les cireurs de chaussures de son quartier. Mais celui avec qui elle aime passer du temps, c'est Manuel. C'est un travail qui me permet de parler avec tout le monde, aussi bien les pauvres que les riches. Et là, je peux parler avec une personne agréable comme toi. Malgré toute la modernité de la ville et toute l'avance de la ville, en fait, on arrive à trouver toujours les anciennes boutiques, des anciens métiers. Et ça, c'est pas encore perdu, ça reste toujours, oui. Après les 40 années de dictature qui prirent fin en 1974, Lisbonne resta longtemps figée dans le temps. Dans le centre-ville, les enseignes vieilles de plusieurs siècles ont toujours pignon sur rue. C'est le cas de l'Hôpital des Poupées. Au deuxième étage de l'immeuble du quartier de Rossio se trouve un atelier pas comme les autres. Ici, on soigne des poupées. Depuis 1830, 5 générations s'y sont succédées.
Manuela était institutrice. Depuis qu'elle est à la retraite, elle s'occupe avec soin de ses petites patientes de porcelaine. Ça, c'est une poupée de famille. On en répare certaines qui sont des pièces de musée, mais celle-ci est une poupée plus modeste. Elle a juste une valeur affective, et c'est pour ça qu'on la répare. Il en arrive de tous les endroits du monde, et parfois c'est drôle, car il nous en arrive même de très très loin. Une fiche accompagne chaque poupée. Et dans les tiroirs ou les cartons, des centaines de pièces détachées attendent sagement leur futur propriétaire. Nous sommes tous nés dans cet hôpital, et c'est le cas aussi pour mes petits-enfants. Logiquement, on continue à faire vivre l'hôpital. Nous sommes en quelque sorte des chirurgiens pour poupées. On rend les poupées belles, on les apprête, on réalise le rêve des gens qui est de retrouver une part de leur enfance. Au rez-de-chaussée, dans l'étroite boutique qui donne sur la rue, les clients viennent récupérer leurs poupées, comme neuves, après parfois plusieurs mois d'attente. Elle a plus de 30 ans, cette poupée. Je l'ai achetée pour moi. Elle est comme avant. Pour 35 €, cette cliente retrouve la poupée de son enfance. Elle est attachée aux artisans de son quartier. Comme elle, de nombreux Lisboètes voient d'un mauvais œil le centre historique se transformer. Depuis la crise économique de 2011, le gouvernement a ouvert le pays aux investisseurs étrangers. Les prix flambent et la capitale se transforme peu à peu en ville-musée. Mais c'est sans compter sur la ténacité des habitants. Certains vieux métiers font même leur grand retour. Bruno a racheté un salon de barbier dans l'Alfama il y a 7 ans. Depuis, il en a ouvert 2 autres. C'est tout Lisbonne qui défile dans ses échoppes. Le salon qu'on a racheté avait 150 ans d'histoire. À ce moment-là, les barbiers n'étaient plus vraiment à la mode. Ici au Portugal, on a été les premiers à relancer les échoppes de barbier. À partir de ce moment-là, j'ai récupéré des salons qui allaient fermer pour préserver ce patrimoine historique. Ce qu'on a vraiment voulu, c'est faire revivre ces moments que nos grands-parents vivaient à l'époque quand ils venaient se faire raser ou couper les cheveux. Tu vas avoir le visage tout propre, c'est fantastique. Pour Bruno, conserver ces vieilles enseignes est indispensable. Il veut que le cœur de sa ville continue de battre malgré une pression immobilière et touristique toujours plus forte. Ça va toi là-haut? Ouais, c'est toi qui m'as réveillée ce matin. Je te reconnais. Voilà, bon dia. Bonjour. C'est pour aller où? Vous savez déjà? Oui, alors moi je voudrais aller au marché des Ribera. Ok. Ça fait longtemps que tu fais cette activité, toi? Ça fait déjà 3 ans et demi. Ok. C'est amusant en plus. Alors, il y a une chose que j'ai remarquée, à chaque fois que je viens ici en séjour, Lisbonne est toujours en travaux. Non, c'est vrai, parce que quand tout change avec le crescement touristique, et d'avant, la ville, elle a été plus sale, plus abandonnée, plus vide. Et maintenant, c'est plus joli. On parle souvent de la saudade à Lisbonne, ce sentiment un peu de nostalgie, de mélancolie, mais c'est pas une ville mélancolique ni nostalgique, Lisbonne. Moi, je pense que c'est le mélange. Les Portugais, ils sont heureux, mais pour être heureuse, vous avez besoin d'être triste aussi. C'est vrai. Le fado, c'est pour pleurer, non? On a besoin de pleurer un petit peu pour être plus heureuse après. Tu es heureuse de vivre, toi, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, t'as raison. Obrigada. Merci beaucoup, ravie d'avoir fait ta connaissance. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.
Comment ça va? Ah, Sophie. Comment vas-tu? Bienvenue. Bem-vinda. Merci beaucoup. Bon, avec toi, on va découvrir les meilleurs produits du marché de Ribeira, qui est quand même un endroit, un des plus beaux marchés à aller de Lisbonne. Peut-être le plus beau d'ailleurs. Oui, et le plus ancien aussi. Viens, je vais te montrer quelques légumes typiques d'ici. Alors ça, je ne connais pas. Ça, c'est des grelos. Ça, c'est des pousses de navets? C'est un peu plus intense et un peu plus amer, mais c'est très bon. Et tu le prépares comment? C'est un petit peu comme des épinards? Ok. On le met à cuire, pas longtemps, dans de l'huile et de l'ail, et c'est tout. D'accord. Je te laisse finir tes courses et puis écoute, on va se balader ensemble dans ce beau marché. Tu peux me garder ça, s'il te plaît? Oui. Je reviens tout de suite. Tu auras les mains libres pour qu'on continue notre balade. Ça, c'est du pili-pili qui s'utilise beaucoup au Portugal. Comment tu définirais, toi, la cuisine portugaise, la gastronomie portugaise? C'est une cuisine de terroir. On utilise beaucoup de légumineuses, du riz, de la viande. L'une de mes grandes passions, qui correspond à 70% de mon ADN, c'est redécouvrir la cuisine portugaise. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Beijinho. Tudo bem? Então, comment ça va? Ça va. Bem. Ça se voit que c'est pas la première fois que tu fais ça. É verdade. Eh oui. Ce sont des calamars nationaux. Ils sont un peu chers, mais tellement bons. Ça, c'est des œufs de poisson. Une fois cuits, tu peux les déguster en salade. C'est vraiment délicieux. Nous sommes riches de poissons au Portugal. Et la qualité est extraordinaire. C'est grâce au courant d'eau froide, qui n'est peut-être pas agréable pour se baigner, mais parfait pour les poissons. Il est frais, mon poisson. Il vient de la côte. Elle est sympa, la poissonnière. Là, on commence avec un peu de douceur. Il est très bon. Déjà, rien que la couleur, on voit qu'il a bien vieilli. L'odeur est horrible. Ah oui. Ben, il pue. Au fromage qui pue. Eh oui. Il est très fort. Ah oui, il est très fort. Mais c'est bien parce que comme ça, on aura tous les deux la même haleine. Hein. Oui. Ah bah forcément, il y a de la bacalao, de la morue séchée, on en retrouve partout ici au Portugal. Mais pourquoi c'est aussi célèbre dans la cuisine portugaise, la morue? Alors, pour anecdote, la morue n'est pas pêchée au Portugal, mais en Norvège. Ils font le salage sur place et nous, on l'importe. On doit ça aux explorations vers le Nouveau Monde. Les Portugais mettaient les morues dans la cale et ils les gardaient pendant des mois. Ça fait partie de l'histoire du pays. C'est pour ça qu'il est sympa ce marché des Ribeira, parce qu'il y a une très bonne ambiance et qu'on peut y manger. Oui. Oui, c'est une atmosphère très relaxante. Et il offre une très grande variété de produits. Et ton restaurant, alors, il est là et on va pouvoir cuisiner ensemble la bacalao. Exactement. Bon, Miguel, enfin, on passe aux choses sérieuses. Tu vas m'apprendre à cuisiner la bacalao. Le plat que je vais préparer est le plat typique de Lisbonne. On va prendre cette partie bien épaisse de la morue dans l'huile d'olive.
Et pour certains Portugais, c'est vraiment une Madeleine de Proust, cette bacalhau. É sim, obrigatório. Ouais. Donc là, c'est la cuisson parfaite pour toi? Oui, Ouais. c'est confit. Et puis ça part en lambeaux, et ce n'est pas sec. Et ouais, c'est parfait ça. C'est ça la morue parfaite. On incorpore un peu de crème, Tu me dis? avec de la levure. C'est bon? On ajoute un peu d'œuf et les pommes de terre coupées en julienne. Et un peu de persil aussi. Tiens. Bon, c'est un peu l'omelette ou la tortilla portugaise, quoi. Attention, chef, le verdict va tomber. Voilà. On déguste. Ouais, c'est bien. Mais bon, on retrouve bien la bacalhau qui est pas trop salée. Hein. L'œuf ajoute un petit peu de douceur. Puis ce petit croquant là, avec la pomme de terre, c'est très bien. C'est le plat qui a le plus de succès ici. Merci beaucoup, chef, de m'avoir appris cette recette que je vais pouvoir refaire à la maison. Et puis merci surtout de m'avoir fait découvrir ce magnifique marché. J'étais ravie de me promener avec toi. Avec plaisir, Sophie. Obrigada. Lisbonne, à elle seule, compte pas moins d'une trentaine de marchés, dont la plupart ont été construits dans les années 50. Celui d'Alvalade Norte, situé dans un des quartiers les plus chics de la ville, est très fréquenté par les Lisboètes. C'est là que Nuno Queiroz Ribeiro, un des chefs reconnus de la gastronomie portugaise, aime venir faire ses courses. Pour le chef, connu pour son militantisme contre la malbouffe, les marchés sont un bon moyen de prendre le pouls de la culture gastronomique d'un pays. Bonjour Nuno. Bonjour, ça va? Mets-moi les plus petites sèches, s'il te plaît. On peut voir qu'ils sont complètement vivants. Regarde. Au Portugal, nous sommes très privilégiés. Même quand nous avons une semaine où la mer est très agitée, on arrive à avoir beaucoup de poissons sur les étals. Les Portugais privilégient les commerces de proximité et donc ils viennent faire leurs courses au marché. Le Portugal a une longue tradition agricole. Mais ce qui intéresse particulièrement Nuno, ce sont les initiatives des producteurs locaux qui se tournent vers le bio. Une tendance qui se développe de plus en plus autour de la capitale. Le chef se rend régulièrement à la campagne, à une trentaine de minutes de Lisbonne. Il y retrouve son amie Luisa. Luisa. Qu'est-ce que je peux cueillir en ce moment? Là, c'est de l'oignon rouge. Faut les laisser encore un peu. Et il y a du choucal en dessous. Il y a aussi de la betterave là-bas. Comme Nuno, cette ancienne libraire milite pour une agriculture bio en circuit court. C'est du choucal. La texture est incroyable. Ça ressemble à un brocoli, mais ça n'en est pas. C'est très bon préparé en salade. Nous sommes à l'ouest de Lisbonne. C'est une zone agricole où on produit principalement de la poire et de la pomme. Ici, par exemple, c'était une ferme qui faisait de la poire rouge. En 2007, ils ont décidé d'évoluer pour faire du maraîchage en bio. Il y a toujours plus de petites exploitations tout autour de Lisbonne. Aujourd'hui, Nuno s'installe dans les cuisines du restaurant de la Quinta. Le chef doit créer un menu gastronomique végétarien pour une soirée de gala. Il y a encore quelques années, il n'aurait jamais imaginé en arriver là. Au Portugal, il y a 15 ans, le métier de chef n'était pas du tout valorisé. Quand je suis allé à Londres pour devenir photographe, j'ai découvert la cuisine d'auteur. Je suis allé me former à l'école Le Cordon Bleu, où j'ai étudié la haute cuisine française. Et pendant 6 ans, j'ai travaillé dans des restaurants étoilés. Depuis, Nuno milite pour une cuisine saine dans laquelle les produits sont peu ou pas transformés, assez loin de la cuisine portugaise traditionnelle.
Cette fois, il veut créer la surprise et démontrer qu'on peut faire de la haute cuisine avec des produits 100% crus. Luisa n'en revient pas. Il n'y a pas besoin de sel. C'est impressionnant comme c'est bon et savoureux. Il n'y a besoin de rien pour intensifier la saveur. Je suis très surprise. C'est vraiment bon. Nuno n'est décidément pas un chef comme les autres. Il a choisi de ne pas avoir de restaurant à lui. La mission qu'il s'est donnée est de faire comprendre que l'on est ce que l'on mange. Pour lui, écologie, santé et cuisine doivent s'accorder. Il va régulièrement dans les écoles pour sensibiliser les enfants à une alimentation saine. Combien de sucre vous pensez qu'il y a dans ce beignet? Beaucoup. 50, 80... 1, 2, 3. Un beignet à lui seul, c'est 45 grammes de sucre. L'objectif de Nuno, faire prendre conscience aux enfants de ce qu'ils mangent. Sa nouvelle bataille, le sucre dissimulé dans les aliments. 11 grammes de sucre. Je ne savais pas qu'il y avait du sucre dans le jambon. Près de 30% des Portugais sont en excès de poids. Et 15% sont obèses. Nous sommes les leaders de l'obésité en Europe et c'est vraiment triste. J'ai l'habitude de dire que j'ai une mission. Pour moi, c'est une mission de vie et c'est aussi une passion. Je ne suis pas un fondamentaliste, mais un défenseur inconditionnel de la santé. Nuno veut changer le monde, ou en tout cas celui de la cuisine portugaise. Il est convaincu qu'en très peu de temps, les mentalités peuvent évoluer. Pour lui, il faut dessiner un monde meilleur où le bonheur se trouve dans l'assiette. Ah voilà, le fameux pont du 25 avril, il est absolument magnifique. Il est encore plus beau quand on est dessus, avec le Corcovado juste au fond. C'est quand même une très très jolie vue ici. Nous sommes dans l'estuaire du Sado, au sein de la réserve naturelle. On trouve environ 200 à 250 espèces d'oiseaux. Les oiseaux y passent pendant leur période de migration. Il y a des canaux d'eau douce puisque le fleuve apporte de l'eau douce. Et on est en contact direct avec l'océan Atlantique. Et donc ça fait une jonction de nutriments. Sous cette eau douce, tout est de la boue. On y trouve des œufs de crevettes, des palourdes, des coques, des couteaux. Et tout ça, ce sont des aliments pour les oiseaux. Dans les oiseaux qu'on trouve ici, il y a des flamands. On arrive à compter 5 à 6 000 individus. Et devant, regardez, il y a un adulte. On peut le voir à la couleur des pattes. Carlos, qu'est-ce qui leur arrive à tes flamants roses? Ils sont un petit peu pâles hein, ici. En ce moment, au printemps, les flamands ont commencé la période de migration. Donc il reste peu d'adultes avec ces jeunes. Il y a beaucoup de juvéniles qu'on reconnaît à la couleur grise. Mais il y a quand même un peu de rose.
Alors je vois que vous êtes bien équipé, c'est l'appareil photo idéal pour prendre les oiseaux en photo là. Hein. C'est un bon appareil, un très bon objectif. Et c'est un cadeau de ma femme. Elle est gentille. On voyage beaucoup en suivant les oiseaux, sur une grande partie du globe. Et vous venez d'où exactement? Nous venons des Asturies, du nord de l'Espagne. On connaissait tous les flamands de la péninsule ibérique, sauf celui-ci, qui nous manquait. Alors, je vois qu'il y a des ornithologues passionnés hein, sur ce bateau. Ça fait longtemps que tu organises ce genre de sortie? Je suis quasiment né dans ce bateau. Mon père travaille ici. Papa qui est là. Il travaille depuis plus de 40 ans dans cette réserve. Cette passion est vraiment en nous. On aime vraiment les oiseaux. Et sur la réserve, alors quelles sont les activités que l'on retrouve aujourd'hui? Ici, en ce moment, dans la réserve, on fait de la récolte de vers pour appât, des fruits de mer. Et aussi des huîtres, qui sont une partie très importante. Là-bas, vous avez une grande étendue, réservée à la pisciculture et à l'ostréiculture. Salut, comment es-tu arrivé ici? Tu ne t'es pas perdu? Je me balade. Non, non, je suis pas perdue. Hop là, ça glisse là. Je me balade. Et puis je t'ai vu au loin là travailler. C'est des huîtres que tu as ici? Oui, ce sont des huîtres. Aujourd'hui c'est férié, donc je suis seule. On est un peu désorganisés car il y a eu une grande tempête. Tu veux voir les huîtres? Ouais. Tu vois? J'aimerais bien te rejoindre, mais je suis un peu bloquée là. J'ai pas prévu d'aller dans les parcs à huîtres. Elles sont magnifiques, hein? Elles sont très bonnes. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier alors, ces huîtres portugaises? Toutes les huîtres ont leur particularité. Celles-ci bénéficient de conditions entre eau douce et eau salée très bien équilibrées. Ça fait une huître parfaite. Je peux t'en faire goûter une? Oui, avec plaisir. Moi, j'aimerais bien les goûter. Je t'ai même pas demandé ton prénom. Tu t'appelles comment? Célia Rodriguez. Célia, moi c'est Sophie. On va manger des huîtres, Sophie. Ça fait longtemps qu'il y a une activité ostréicole dans le coin? Oui, c'est une activité très importante et très ancienne, mais qui avait été oubliée. Et c'est revenu il y a une dizaine d'années. Mais je vois que les parcs ostréicoles côtoient aussi les vignobles hein, ici. Oui, on va goûter le vin blanc, produit ici. Ici, il y a des vignes et en bas, il y a du riz. Est-ce que le vin qui vient de ces vignobles a un petit goût salé aussi? Ouais. Oui, ça va bien avec les huîtres. Oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie alors de te lancer dans l'ostréiculture? C'est une activité très propre. Tu peux récolter les coquilles. On les utilise pour l'alimentation animale, pour le jardinage, pour les cosmétiques. Rien ne se perd dans l'huître. Tout est comestible. Au Portugal, nous avons 16 algues comestibles. Toutes ces plantes peuvent être considérées comme des légumes. Ça, c'est la Sarcocornia. Ça, c'est la salicorne. Et toutes ces plantes sont comestibles. En général, ces huîtres sont pour les chefs. Ah, mais c'est un steak. Ouais. Mais nous aussi, on va les manger. On va faire comme ça. Un festin de roi, de reine. Là, ça montre comment doit être l'huître portugaise. La vraie huître portugaise, c'est ça. Ouais. Très charnue, très laiteuse, un peu trop pour moi. Je les préfère plus petites comme ça, mais ça, c'est la vraie huître portugaise.
Les deux sont portugaises. Bon, assez parlé, on les goûte, hein? Celle-ci, je te la laisse, hein? Elle est pour toi. Ah. Moi, je vais prendre celle-ci. Parfait. Saoud. Ravi de t'avoir rencontré. Merci. Le parc naturel de Sintra, c'est le poumon vert de Lisbonne. Situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, il s'étend sur 200 hectares. Ces sommets rocheux offrent des lieux de farniente incomparables. Ou, pour les plus sportifs, un véritable terrain de jeu. Est-ce que je peux l'attraper comme ça? Non. Ou juste comme ça? Parce que j'ai pas de force. Mais si. Je suis assez maigre, alors s'il y a du vent... Tu es légère, donc tu n'as pas besoin de beaucoup de force. Ce matin, c'est une classe de 3e qui vient pratiquer l'escalade pour la première fois. Descendre une falaise de 32 mètres est moins facile qu'il n'y paraît. Non, ça ne va pas comme ça. Voilà. Ces dernières années, Sintra est une destination de plus en plus prisée par les grimpeurs du monde entier. Ici, c'est du granit. Les roches sont d'origine volcanique, parce que la Serra a été formée par un volcan. Un volcan déjà éteint, bien sûr. Il y a beaucoup d'alpinistes qui viennent pratiquer ici à Sintra. Ce type de roche très lisse n'est pas facile. C'est très technique. C'est donc un grand défi de les escalader. Depuis le XVe siècle, Sintra est un haut lieu de villégiature pour les familles nobles fuyant la chaleur estivale de Lisbonne. Mais sa physionomie actuelle, on la doit au roi Ferdinand II, qui au XIXe siècle a restauré les forêts et fait planter des milliers d'arbres. Il a créé un parc parsemé d'espèces exotiques, de fausses ruines et d'étangs artificiels pour y créer une ambiance romantique. Normalement, là où elles poussent le mieux, c'est en plein soleil, en les arrosant régulièrement. Parce qu'ici, nous n'avons jamais des températures au-delà de 30 degrés. Nuno Oliveira est chef jardinier à Sintra. Aujourd'hui, il travaille sur la restauration de la vallée des Fougères. En se basant sur des recherches historiques, lui et ses jardiniers tentent de recréer à l'identique les jardins qui existaient là au XIXe siècle. Des jardins qui furent abandonnés pendant presque 100 ans. Les fougères arborescentes sont des espèces qui viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ce sont des fougères qui grandissent comme des arbres. Pendant la période romantique, l'objectif était de recréer des paysages lointains, inconnus des Européens, et la vallée des Fougères, c'est exactement ça. Quand on arrive dans les jardins de Sintra, on oublie qu'on se trouve dans les environs d'une grande ville. On est rempli d'un sentiment de paix, de découverte. Le visiteur se fond dans la nature. C'est vraiment cela le but d'un jardin romantique. Au cœur des jardins, sur un piton rocheux, se dessine un palais exubérant aux couleurs vives et aux allures de château fort. C'est le palais de la Pena, tout droit sorti de l'imagination débridée du roi Ferdinand II. Il a été construit sur les ruines d'un ancien monastère. Il faudra 46 ans pour qu'il soit achevé. Le roi ne le verra jamais terminé. C'est le monument le plus emblématique de Sintra. Antonio Núñez Pereira est historien, c'est aussi le directeur du palais. Le roi Ferdinand II était très influencé par le romantisme du centre de l'Europe, surtout germanique. La transformation du monastère en palais, il l'a réalisée grâce à ses deniers personnels et en ne s'en fiant qu'à son goût. Ce château a changé l'âme de Sintra et en a carrément créé une nouvelle. L'introduction de cette architecture à la fois militaire et fantaisiste, qui évoque des pans de l'histoire, c'est une absolue nouveauté. Antonio connaît par cœur tous les passages du palais, même les plus cachés. Ici, nous avons un passage secret vers la salle à manger, ou plus exactement vers l'office. Et comme diraient les Français, et voilà.
La salle à manger est emblématique du palais. Elle a été utilisée par les moines comme réfectoire jusqu'au XVIIIe siècle. Au fil des pièces, nous remontons avec Antonio plusieurs siècles d'histoire et de styles architecturaux. Le roi Ferdinand II a installé ici une petite salle de réception avec une peinture en trompe-l'œil. Celle-ci imitait l'architecture mauresque du patio des Lions de l'Alhambra de Grenade. Le roi artiste, comme il est surnommé, ne met aucun frein à sa créativité. Dans l'aile la plus récente du château, le roi construit une pièce immense pour divertir ses invités et asseoir sa stature de roi. Cette salle reflétait la vie du palais de la Pena. L'ambiance y était joyeuse et la vie sociale très animée. Le palais était un peu en opposition aux autres palais de l'époque, dans laquelle les familles royales menaient une vie d'isolement et de solitude. Byron, le célèbre poète britannique, évoque Sintra comme un glorieux Éden. Il ne s'est pas trompé. La symbiose parfaite entre la nature et la main de l'homme font de ce site classé par l'UNESCO un lieu envoûtant et plein de mystères que l'âme de Don Ferdinand hante encore. Salut Sophie, comment ça va? Ça va et toi? Aussi, ça va bien? Toi, quand on te cherche, on sait où te trouver. Sur mon tramway 28, tous les jours. Exactement, bah, je suis contente de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as le temps de me faire un petit tour des hangars avant de J'ai partir? encore, ouais, 5-10 minutes. Oh, bah vite, je te les vole. Et bien maintenant, je t'invite à aller voir les tramways les plus anciens, les tramways touristiques. Que pour les touristes, c'est ça que les tu veux touristes, dire. exactement. Parce Là, qu'ici, c'est les tramways transport public. On a le 28, ouais. C'est sur normalement tous les guides. C'est un transport public, mais qui fait toute la zone touristique de Lisbonne. C'est gentil à toi de m'accueillir ici, parce que là, c'est vraiment pas un endroit ouvert au public. Hein. Non, ici, c'est le garage, comme on dit, l'entrepôt des tramways. En ce moment, on a 50 tramways qui se promènent sur 48 km de ligne, sur 5 lignes tramways. Ceux-là, c'est les plus anciens, à peu près 80 ans, 90 ans. Alors, les verts et les rouges sont plus anciens que ton tramway jaune. Exactement. D'accord. Ah, ils sont dans leur jus, hein? Ah, c'est chouette. C'est tout manuel, il n'y a rien automatique. D'accord, donc là, le conducteur s'installe là, c'est ça? Ça, c'est un volant? Non, ça, c'est le frein à main. Ah bon? D'accord. Et ça, c'est un deuxième frein qu'on a pour les descentes. Pour les descentes? Pour vous aider à freiner. D'accord. Et donc ça sert à quoi? C'est pour accélérer. Et après, on a un deuxième frein qui est de l'autre côté. Ouais. Alors, toi, tu as vraiment appris à conduire sur tous les tramways? Tous les tramways, les rouges, les verts, les tramways jaunes. Le numéro 15, c'est les plus modernes en ce moment, c'est tout automatique. Oh, mais c'est pas pareil, c'est pas marrant. Les tramways automatiques. En plus, on est tout seul, assis dedans, oui. C'est pas pareil. Oui, c'est ça. Ben, Sophie, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Dis-moi, avec plaisir. Renverser les dossiers, s'il te plaît. Je pousse les dossiers de la banquette? Exactement. Ah oui, donc quand on changeait de direction, il suffisait d'inverser les dossiers des banquettes. Oh, c'est super ingénieux comme système, mais il faut des bras quand même. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Celui-là, il est encore plus ancien. Magnifique. Ah ouais, il était très confortable avec le même système de banquette. Hein? C'est très beau avec les rideaux, les petits pompons, le plafond matelassé. C'est vraiment très beau. Hein? Tout en bois. Et ça, c'est quoi? C'est la sonnette, à l'ancienne. Eh oui, c'est bien ça. Bon, ben Sophie, je suis désolé, il faut que je rentre en mon service.
Oui, il faut que tu retrouves ton petit tram 28. Exactement. Est-ce que je peux rester encore un petit peu avec toi? Tu pourras me déposer plus loin? Bien sûr, avec plaisir. Bon, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci Miguel. À bientôt Miguel. Ouais, c'était super. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Termino, final, finish. This is the last stop. Ciao. Obrigado. Voilà, bon dia. Je crois que je suis au bon endroit donc pour acheter des sardines. On m'a dit que vous Pas étiez... seulement les sardines. Ah, pas seulement les sardines. Beaucoup de poissons. Oui, c'est parce qu'on m'a dit que vous étiez la meilleure conserverie de la ville. Bon, si les autres le disent. Oui, c'est ça, vous prenez. C'est cadeau, c'est cadeau. Oui, pour moi, oui. Tout ça, c'est pêché ici, au large du Portugal? Oui, c'est pêché à Portugal, dans le sud, du nord. Le thon, c'est des Açores, des îles. Quels sont les petits secrets de recettes avant que tu mettes tes sardines et tes maquereaux en conserve? Alors, il y a pré-cuisson à vapeur. Après ça, ça se met dans la boîte avec la sauce ou les épices. Et après, on ferme la boîte et on fait la stérilisation. Et ça, c'est un autre moment de cuisson, la stérilisation. Le difficile, c'est entre les deux, le poisson reste bien cuit et bien fait. Nous avons 88 ans. Et 88 ans d'expérience derrière vous dans cette maison? Oui, ouais. Mon grand-père a commencé ce magasin, petit supermarché, mais avec la guerre et tout ça, il a spécialisé l'endroit dans les conserves de poissons. Bon, bah écoute, je vais prendre un petit assortiment, moi. Dis-moi, bah écoute, je te laisse choisir en fait. Et ça. Ah bah dis donc. Alors, maquereau. Non, ça c'est le chinchard, c'est poisson bleu, avec un peu d'ail et persil. Parfait, chinchard. Poulpe. Non. Ça, c'est le calamar géant. Calamar, pardon. Avec oignon. Donc ça, c'est du poulpe. Ça, c'est du poulpe. Très bien. Fumé. Les moules. Les moules piquantes. Je reconnais les petits maquereaux. Les petits maquereaux avec curry. Et le filet de maquereau avec citron. Parfait. Et celui-ci, l'espadon avec pois chiche. Ça, c'est original. Spécialité de la maison? Oui. Obrigada. C'est comme une petite tapenade. La nuit tombée, dans les rues de Lisbonne s'élèvent des airs de fado. Le fado, c'est le mythique blues portugais. Et c'est dans les tascas, les petites auberges de Lisbonne, qu'il faut aller pour s'en imprégner. Pas besoin d'en comprendre les paroles pour ressentir un certain vague à l'âme, la fameuse saudade portugaise. Liliana est une jeune fadista. À 24 ans, elle rêve d'en devenir une des étoiles montantes. C'est pour cela que la jeune femme, originaire du nord du Portugal, est venue s'installer à Lisbonne. Les maisons de fado sont essentielles pour que nous puissions apprendre à chanter ce genre musical parce qu'il n'existe aucune école. Ici, dans cette taverne, nous pratiquons le fado vadio qui est basé sur l'improvisation. C'est quelque chose de très traditionnel. En fait, chaque personne qui vient ici peut se mettre à chanter spontanément si elle en a envie. Cela a fait la réputation de ce lieu. Et aujourd'hui, on attire à la fois des touristes, mais aussi des Portugais.
Le fado a été longtemps boudé par les Portugais qui l'associaient à la dictature de Salazar. Ce chant était alors un symbole officiel de la nation, au même titre que le football ou la Vierge Fatima. Dans la capitale portugaise, le fado est partout, jusque sur ses murs. Aujourd'hui, le genre musical connaît un second souffle grâce à une jeunesse en quête d'identité. Et pour Liliana, c'est dans les rues de Lisbonne que l'on trouve ses racines. J'ai toujours entendu des chansons qui parlent de la ville et qui évoquent les senteurs du romarin et des fruits mûrs de l'été, mais je n'avais jamais associé ces paroles à quelque chose de vraiment réel. C'est toute une évocation romantique intimement liée à ce quartier. C'est un des quartiers les plus vieux de la ville et en même temps il est très vivant. Le fado est né ici et l'essence du fado, c'est ici même qu'on la vit. Liliana aimerait marcher dans les pas d'Amalia Rodrigues. Amalia Rodrigues, petite fille pauvre au destin hors norme, qui devint la diva du fado portugais. Sa maison a été ouverte aux visiteurs en 2001, 2 ans après sa mort. Antonio en est le gardien. La maison d'Amalia n'a plus de secret pour lui. Amalia était une personne qui vivait la nuit. Ce salon était un lieu de rencontre pour les poètes, les musiciens et les intellectuels. Ici, c'est la chambre d'Amalia. On peut y voir des pièces religieuses qui montrent à quel point elle était pieuse. Et là-bas, vous avez 2 robes de spectacle accompagnées de leurs bijoux. Amalia a marqué son temps et la musique. En 1955, elle chante pour la première fois à l'Olympia. C'est le début de sa carrière internationale qui fera connaître le fado dans le monde entier. Amalia a une histoire assez semblable à celle d'Edith Piaf. Un jour, quelqu'un l'a entendu chanter dans la rue et l'a immédiatement invitée à venir se produire dans des maisons de fado. Elle a su transformer une musique de bar en une musique plus accessible au grand public. Personnellement, je suis un grand admirateur de la femme, qui est très importante pour la culture portugaise. Et puis, elle a une voix magnifique. C'est une femme très importante du Portugal du XXe siècle. La reine du fado n'est plus, mais son empreinte demeure. Le fado coule toujours dans le sang des Portugais. Une nouvelle génération de chanteuses est née, qui revisite le genre. Le fado vit un nouvel âge d'or, preuve qu'il est plus vivant que jamais. Hola, bon dia. Olá, bon dia. Sont jolies vos petites fleurs, vous en avez perdu une. Oui. Jolie. Merci. Muito bonita. C'est nous qui les avons faites pour toute cette rue, pour la fête à Constantia. Ah, c'est vous qui avez fait tout ça? Quel boulot! Mais vous avez décoré toute la rue là? Oui, nous avons décoré toute la rue avec nos voisins. On s'occupe de la décoration tous les ans. Il te faut combien de temps pour décorer là toute la rue? Il faut 3 mois pour faire toutes les fleurs. Et depuis hier après-midi, on a commencé à les poser avec ma famille. On a fait 700 fleurs pour juste décorer cette rue. Ok, avec ça fait du boulot, hein? Et là, c'est la maison familiale, là, ici? Oui, c'est la maison de mes grands-parents. Et ici, c'est notre voisine qui nous aide à faire les fleurs. Voilà, bon dia, Sophie. Voilà, bon dia, Sophie. Bon dia. C'est Johanna.
Pour faire une fleur, on prend 2 feuilles de papier vert pour les feuilles. On les met en dessous. Ensuite, on commence à plier. Ces fleurs, on les appelle les fleurs éventail. Ce sont les plus faciles à faire. Mais dis-moi, Marcia, ici, pendant le week-end pascal, on fait beaucoup plus que fêter Pâques. C'est beaucoup plus que ça. Pour Pâques, nous avons notre propre tradition avec la fête de Notre-Dame du Bon Voyage. Ah, c'est pour moi, ça. J'ai bien fait de venir ici. Tu pourras même aller prendre une fleur à la fin de la procession. Et comme tu voyages beaucoup, cette fleur te protégera pendant tous tes périples. Le moment le plus important, c'est la procession, avec la sortie des saints puis l'arrivée des bateaux. Est-ce que tu veux bien que je t'accompagne un peu ce week-end pendant la fête? Oui, tu peux nous accompagner. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est très bien. L'année prochaine, il faut venir nous aider. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est bien, hein? C'est bien, mais il faut peut-être une petite retouche. Ouais. Je vous laisse finir. On peut goûter, s'il vous plaît? C'est possible d'en goûter 2? Oui, bien sûr, c'est possible. Ah bah c'est les derniers, il faut qu'on se dépêche. Vous avez du succès. Oui, on a beaucoup vendu aujourd'hui. C'est joli, regarde, on dirait des petites fleurs en papier. Ce sont des fromages du ciel. C'est très bon, mais ça n'a rien à voir avec des petits fromages. Ça s'appelle les petits fromages du ciel. C'est pas du fromage? Non, ce n'est pas du fromage. Ça a juste la forme d'un petit fromage. C'est une sucrerie traditionnelle. C'est fait avec des amandes et des œufs. Il y a 3 ingrédients. Des œufs, du sucre et des amandes. Ah, il n'y a pas de lait. D'accord, il n'y a pas de lait du tout. Donc vraiment rien à voir avec un fromage. C'est vous qui les avez fait? Moi et ma femme. D'accord. La recette vient de ma mère. Et que je sache, ça a plus de 100 ans. Alors je vois qu'il y a une vraie ferveur populaire et que tous les bateaux là sont tous plus beaux les uns que les autres. Pour les marins, pour les navigateurs, c'est aussi une journée très importante? Oui, c'est très important pour eux de venir aujourd'hui avec leur bateau. Parce que cet après-midi, ils recevront la bénédiction de Notre-Dame de Bon Voyage. C'est l'apogée des 3 jours de fête. Autrefois, les fleuves, le Tage et le Zézaro, étaient le principal moyen de communication. C'est par là que les principaux matériaux venaient de Lisbonne ou partaient vers Lisbonne. C'était un moyen de transport et de survie. Ils utilisaient le fleuve pour la pêche, pour l'alimentation et le transport du bois, par exemple. C'était la principale ressource de la ville. Il faut que je te laisse. Je dois m'occuper des préparatifs pour la procession de cet après-midi. Comme je vais porter la statue de Saint-Pierre, on se retrouvera plus tard? Bon, je te retrouverai de toute façon, il n'y a pas de souci. Merci, Marcia, à plus tard. Hola, bon dia.
Célia. Il est magnifique ce bateau. Vous êtes venus tous ensemble sur le même bateau? Oui. Vous êtes courageux, vous aviez les gilets. Oui, bien sûr. Vous avez une tenue traditionnelle qui représente quoi exactement? C'est les pêcheurs de Tage. Vous êtes tous issus de familles de pêcheurs sur le Tage? Oui, mais ça fait des années qu'on ne pêche plus maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant c'est fini. C'est des gros bateaux, c'est... À cause de la pollution. C'est la pollution aussi. Ah aussi, il y a pollution? Ah oui, malheureusement. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est important parce que c'est une tradition qu'on a depuis 200 ans et puis on continue. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour aujourd'hui? Du courage. À quelques kilomètres de Constancia, en plein cœur de Lisbonne, c'est un autre événement qui se prépare. Une fois par mois, l'école portugaise d'art équestre ouvre ses portes au public pour une soirée de gala. Fais un cercle. Un cercle plus au centre du manège. C'est ça, c'est bien. Carlos, un des 15 écuyers d'élite de l'école, peaufine les derniers mouvements pour le spectacle. Des figures de dressage de très haut niveau. L'Académie portugaise fait partie des 4 grandes écoles d'équitation au monde, au même titre que le Cadre Noir de Saumur ou l'école de Vienne. Il y a 2 ans, Carlos a réalisé un rêve, celui d'y entrer. C'est magnifique d'avoir un espace comme celui-ci dans le centre de Lisbonne. C'est un privilège énorme de travailler dans l'école des arts équestres tous les jours. Il faut beaucoup de technique de la part du cavalier et aussi beaucoup de patience. Et pour qu'un cheval fasse partie du spectacle, il faut compter au moins 6 ans. Attention, essaie de lui faire une cabriole. L'école est la vitrine du Lusitanien, l'unique race portugaise. Un cheval agile, à l'allure ramassée, prédisposé pour les figures de haute école. Ces étalons viennent tous, sans exception, de la région de l'Alentejo, au nord de Lisbonne, berceau du Lusitanien. Le haras Alter do Chão, créé en 1748, perpétue une de ses lignées les plus nobles et les plus pures. Les premières traces de ce cheval d'exception remontent à 1000 ans avant Jésus-Christ. Francisco dirige le haras. Il arpente avec son 4x4 les 800 hectares de prairies où dorment ses juments. Tout doux, Fivela, tout doux. C'est la période des naissances. Francisco veut s'assurer que les juments vont bien. Nous avons 65 juments et en ce moment, presque tous les jours, il y a une naissance. Je les connais toutes, même si chacune a un signe distinctif. Cela fait 11 ans que je suis là et j'ai vu naître une grande majorité d'entre elles. Finalement, je passe plus de temps avec ces chevaux qu'avec mes enfants. Une fois la tournée d'inspection terminée, Francisco rassemble les juments et leurs poulains pour les ramener au paddock. Elles parcourent 3 à 4 km pour arriver aux écuries. C'est un rituel que l'on reproduit tous les jours. La grâce naturelle du Lusitanien a fait de lui la monture favorite des rois au XIXe siècle. Un temps oublié, il a presque failli disparaître. Et cela fait à peine 100 ans qu'il est repassé sur le devant de la scène. Et alors, ma fille? Pour moi, le cheval lusitanien, c'est l'ambassadeur du Portugal dans le monde. Alors assister à une naissance qui est le fruit d'une année de travail, c'est toujours une grande satisfaction. D'autant plus que ça représente le travail de toute l'équipe du haras. Le futur des poulains du haras est tout tracé. Certains seront vendus aux enchères, tandis que les meilleurs seront choisis pour faire carrière au sein de l'école portugaise d'art équestre. Retour à Lisbonne. Il ne reste que quelques heures avant le début de la représentation et les préparatifs vont bon train. Les étalons sont apprêtés par les jeunes palefreniers de l'école. Ça fait partie de la tradition et du travail au sein de l'école. Pour chaque gala que l'on fait, les chevaux sont préparés de cette manière. On les tresse avec des rubans de couleurs différentes. C'est un travail assez minutieux car tresser nous demande plusieurs heures et à n'importe quel moment, les chevaux peuvent tout faire rater.
L'école est dépositaire de la tradition équestre commencée au sein de l'Académie royale au XVIIIe siècle. À sa création en 1979, elle a même récupéré le matériel de l'Académie. Les selles, les harnais et les costumes aujourd'hui utilisés pour les galas datent de cette époque. Ce soir, nous présentons un gala baroque. Je suis habillé avec une casaque longue, qui est le costume pour les représentations officielles. C'est un costume typique du XVIIIe siècle. Nous l'appelons le costume Louis XV. Notre objectif final est d'avoir un spectacle et de pouvoir transmettre toute cette tradition équestre qui est très portugaise. Pendant 90 minutes, Carlos et ses compagnons revisitent des siècles d'histoire de l'équitation portugaise, mettant en avant les aptitudes exceptionnelles du cheval lusitanien. Un cheval qui a gagné ses lettres de noblesse et qui est aujourd'hui plébiscité dans le monde entier. On est venu ici ce matin pour faire la décoration des saints. Cet après-midi, il y aura la messe à 15 h. Nous sortirons les saints pour démarrer la procession. Nous descendrons tout en bas, à côté du fleuve, pour faire la bénédiction des bateaux. Celui au fond, c'est le saint que je vais porter, Saint Pierre. Cette année, je vais porter les saints parce que ma marraine a fait une promesse. Et comme elle ne peut l'accomplir elle-même, je vais le faire pour elle. Et c'est un honneur particulier de porter un des saints de cette procession? Oui, mais j'aime surtout les porter par dévotion ou par tradition. Mais c'est quand même une sacrée responsabilité, hein, c'est un moment important. Ouais. C'est une très grande responsabilité d'en porter un, parce que ça pèse. Et en plus, il y a la distance du parcours. La procession est longue. Au début, ça descend, mais à la fin de la procession, il faut tout remonter. La procession commence? Ça va bientôt commencer. Bientôt? Oui, vous pouvez sortir avec le saint. Quand tu verras la dame sortir, tu vas devant et tu donnes la main à la petite. C'est à vous. Não, Ana, não. Vá, levanta agora. Tá? Não, agora vais, agarras atrás, vá. Já arranjamos a forma. Redressez derrière. Mets le bâton sur le côté. Entorta o pau.
Qui se laisse accompagner par la Mère de Dieu, de sa bénédiction profitera. Nous demandons à la Mère de Dieu, Notre-Dame de bon voyage, de bénir tous ceux qui sont dans une embarcation, qui travaillent dans une embarcation, et de les aider à retrouver le chemin de la terre. Ça va, Marcia? Ouais, c'est un véritable chemin de croix pour toi. Hein? Est-ce que tout s'est passé comme tu le voulais, comme tu le souhaitais? Plus ou moins. Raconte-moi comment tu te sens là. Tu es avec ta fille, c'est ça? Oui. Oui, c'est un moment important de partage. Bon, Marcia, je t'embête pas plus longtemps. Je sais que c'est... Merci pour tout. Merci à toi. Obrigada, obrigada. Vai torto. Après ces fêtes de Pâques à Constantia, j'ai rejoint Lisbonne pour vous dire au revoir. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Il est l'heure de se quitter, mais je ne pouvais pas partir d'ici sans faire un petit clin d'œil au Christ Roi qui domine le Tage et le pont du 25 avril et qui semble protéger cette magnifique ville de Lisbonne que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de la visiter plusieurs fois et je trouve qu'elle s'embellit année après année. Venez constater cela par vous-même en organisant également un petit week-end lisboète. Moi, je vous embrasse donc très fort. Je vous dis à bientôt. Si vous le voulez, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a aussi le replay. Faites de beaux voyages.